Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de votre présence donc pour cette table ronde intitulée donc l'intelligence artificielle, un coût entre parenthèses de trop pour la planète. Merci également aux intervenants et aux partenaires qui nous permettent de tenir cette édition, cette 20e édition de l'Université de la Terre, avec comme titre « Nature égale futur ». Alors la question qui nous est posée ce matin, elle est forcément complexe pour différentes raisons, et c'est pour ça que je vais très rapidement introduire un petit peu ce qui nous a conduit à la traiter de la façon dont on vous propose de la traiter ce matin. L'IA, donc, c'est un mot effectivement valise, intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on met dedans ? Et derrière, c'est un besoin de précision pour le cerveau. Parce que le cerveau, ce qu'il ne nomme pas, il ne peut pas l'utiliser. Donc aujourd'hui, avoir un mot valise, ça permet en fait de faire tout un tas de mésinterprétations sur ce dont on parle, sur le sujet, et on va le voir. Donc ce sera le premier temps de cette table ronde, de préciser un peu les mots, à la fois le mot intelligence artificielle ou l'expression intelligence artificielle, et à la fois la notion de coût pour la planète. Parce qu'en fait, ça ne va pas de soi, et on a très vite fait de projeter des notions. Et quand on commence à creuser le sujet, on s'aperçoit qu'il y a des choses très précises, soit en termes de données qui sont disponibles, soit en termes de complexité à approcher ces données aussi. Donc ça, ce sera le premier temps de notre table ronde. Ensuite, on constate une situation paradoxale. Et cette situation paradoxale, c'est qu'avec la massification des usages de cette intelligence artificielle, on a en fait une insoutenabilité au niveau des coûts et des ressources. Et donc, comment on gère un paradoxe, puisque toujours pour le cerveau humain, c'est pas facile de gérer un paradoxe. Et donc, on va tâcher de progresser ensemble avec les intervenants sur ce paradoxe qui se pose à nous, de façon d'autant plus concrète que finalement, l'actualité, parce qu'il faut savoir que les sujets tels que vous le voyez là, on l'a conçu donc il y a à peu près 1 an, et qu'aujourd'hui, quand vous avez donc au niveau présidence des États-Unis qui dit qu'ils vont prendre le Canada ou le Groenland comme 51e État, c'est directement lié à ce coût de trop pour la planète pour finalement faire tourner les outils de domination que sont les outils liés à l'intelligence artificielle. Donc l'actualité, on est en plein dedans. Et enfin, donc, quels sont les axes de réflexion ? Et ce sera le 3e temps de notre table ronde. Les axes de réflexion, finalement, pour sortir de ce paradoxe vers le haut, dans l'idéal, même si ça reste dans la complexité, et avec une question sous-jacente qui est qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu et membre d'organisation, qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement agir, chacun dans nos fonctions et dans nos rôles, pour s'emparer de ce sujet et agir selon nos intentions, nos sujets. Donc, pour faire les présentations des intervenants, donc je vais commencer alors par ordre alphabétique. Frédéric Bordage, ici présent, donc fondateur de l'association Green IT. Toujours, alors j'avais prévu un ordre alphabétique, mais finalement on ne va pas le faire. Jérôme Fournier, vice-président de innovation, service et croissance du groupe Nexens. Vous pourrez nous préciser ce que font vos entreprises éventuellement, ce sera aussi utile. Juliette Fropier, à ma droite, donc chef de projet IA et Ecolab, qui a eu une grosse actualité sur le sommet de l'IA. Au commissariat général au développement durable, dans le ministère de la transition écologique, enfin territoire, écologie, logement. Je crois que voilà, c'est la bonne dénomination. Hugues Ferreboeuf, vous êtes chef de projet numérique au Shift Project. Et Yves Nicolas, vous êtes directeur de programme IA groupe au niveau de Soprasteria. Pareil, vous pourrez nous préciser. Alors pour commencer sur les précisions de la définition de l'IA, Juliette, et puis après les prises de parole libres des intervenants.
Juste sur l'IA ou aussi sur le coût pour la planète? On commence par juste sur l'IA. Ok, très bien. Bonjour à tous, ravi d'être ici et merci beaucoup aux équipes de l'Université de la Terre pour leur invitation. Donc effectivement, quand moi je présente l'IA, il y a plusieurs manières de le présenter. On pourrait vous citer les définitions un peu officielles qui sont dans le règlement pour l'intelligence artificielle, qui sont dans la normalisation. Ce que je préfère dire, c'est sa différenciation par rapport à l'informatique traditionnelle, c'est sa capacité à apprendre à partir d'exemples. Et je prends l'exemple très simple qu'on connaît tous. C'est par exemple l'utilisation de l'intelligence artificielle pour reconnaître des images. Un exemple, c'est par exemple, vous avez peut-être sur votre smartphone une application qui vous permet de reconnaître une espèce d'arbre, de plante. Et quand vous vous baladez en nature, vous pouvez utiliser cette application de smartphone pour la reconnaître automatiquement, du coup, l'espèce de plante, d'arbre, de fleurs, etc. Et en fait, pour faire cela, le système d'intelligence artificielle, il a appris avec une base de données d'énormément de photos d'espèces de plantes, d'arbres qui ont été labellisés par des scientifiques qui ont dit cette plante c'est ce nom-là, cette plante c'est ce nom-là, etc. Et on a donné une base de données assez énorme pour qu'ensuite l'ordinateur puisse apprendre à partir de ces exemples et puisse ensuite, quand vous l'utilisez tous les jours, reconnaître cette espèce de plante et d'arbre. Donc il a fallu une très très grande quantité d'images, il a fallu des images de très bonne qualité pour s'assurer qu'ensuite quand vous utilisez ce genre de système, ça ne se trompe pas. Mais on n'a pas donné à l'ordinateur de caractéristiques. On ne lui a pas dit, cette plante, il faut que tu regardes la longueur des feuilles, la forme des feuilles, et c'est comme ça que ça va te permettre de reconnaître ton arbre. On lui a juste donné plein d'exemples, et c'est ensuite comme ça qu'on peut identifier donc les images. Donc ça, c'est à peu près la même chose dans tous les domaines de l'intelligence artificielle, que ce soit pour prédire, pour classifier ou pour générer du nouveau contenu. Donc par exemple, sur les outils d'IA qu'aujourd'hui on connaît bien et parfois qu'on assimile l'IA qui ne serait que du chat GPT ou du chat Mistral, mais c'est beaucoup d'autres usages. C'est aussi la même chose. C'est la quantité de données qui se trouve sur Internet, par exemple, qui se trouve sur Wikipédia, qui sert d'exemple pour ensuite répondre aux questions que vous lui posez. Merci Juliette. Jérôme? Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi je travaille pour Nexans. En quelques mots, Nexans c'est une société, un groupe français qui est né avec l'électrification à la fin du 19e, donc un groupe qui a 125 ans et qui est un des leaders mondiaux de l'électrification durable, c'est-à-dire qu'on fabrique et on installe des câbles haute tension pour connecter des éoliennes en mer ou connecter des continents entre eux, des câbles moyenne tension dans les villes ou des câbles basse tension. Donc on suit très très près l'électrification et particulièrement l'électrification durable. Alors l'IA, pour moi, je définirais par ces trois structures que sont des données, des dizaines de millions de données, un algorithme et un système d'apprentissage. On a souvent peur de l'algorithme, mais il faut aussi bien regarder le point données et le point apprentissage. Et je considère qu'il y a trois IA. Il y a l'intelligence des données, qui est le big data ou les réseaux de neurones, et qui est né déjà il y a plus de 20 ans, et qui est très très utilisé. Il y a l'intelligence des langages et des mots qui a fait que ce débat devient maintenant public il y a quelques années avec ChatGPT. Et puis il y a l'intelligence des images avec la reconnaissance et la connexion. Et on viendra sans doute après dans la prochaine question, mais la consommation électrique de ces trois intelligences est très différente. L'intelligence des données, comme Google par exemple, c'est de l'ordre du watt pour 1000 opérations. L'intelligence des mots, du langage, des LNN, des LMP, c'est x10 ou x100. C'est 10 watts à 100 watts par 1000 opérations. Et l'intelligence des images, quand on est juste au début, c'est encore un facteur 10. Merci Jérôme. Oui, Frédéric? Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais juste rajouter, pour compléter la définition, que donc nous, l'association Green IT, on quantifie et on réduit les impacts environnementaux du numérique. On est une asso, on n'a rien à vous vendre, entre autres. Hein. Et le sujet, c'est qu'on ne le regarde pas avec le même regard que les autres participants, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est la matérialité de l'IA. Et la matérialité de l'IA, c'est finalement des ordinateurs. Derrière tous ces mots et complexes dont vous entendez parler, en fait, il y a des ordinateurs, des serveurs et des outils qui stockent des données. Et c'est des centaines de milliers d'ordinateurs en plus qui vont avoir des impacts environnementaux en plus. Je pense que c'est aussi comme ça qu'il faut se le représenter dans sa tête. C'est beaucoup d'ordinateurs et de data centers en plus, concrètement.
Merci Yves, et puis ensuite Hugues pour finir. Peut-être, je ne sais pas si lequel marche mieux. Allez, on va essayer comme ça. Il y a une chose à comprendre à mon sens, en particulier pour la discussion qu'on va avoir après, c'est dans les différentes sortes d'IA, peut-être faire la différence entre des IA qu'on appelle des IA de classification et des IA qu'on appelle des IA génératives. Dans le très bon exemple qu'a donné Juliette Fraudepied de l'application, par exemple celle de l'INRIA, qui s'appelle PlanteNet, pour ne pas la citer, on est sur une IA de classification. Quand on reconnaît des images, on est capable de classer. Et ce qu'il y a derrière, ChatGPT, le chat, Google, Gemini, etc., on est sur une IA générative. Et au-delà, il faut bien voir que la façon dont c'est fait derrière, c'est deux technologies qui sont toutes les deux des technologies d'apprentissage sur des grands volumes de données, mais qui a des différences essentielles en termes de consommation. Et donc, à minima, en gros, l'IA de classification a pas tellement de différence d'impact par rapport à ce qu'on voyait sur le numérique, c'est peut-être une petite simplification, alors que les IA génératives en ont un, et je pense que c'est là-dessus qu'on va continuer à parler. Hugues. Oui, bonjour à tous. Donc un mot sur The Ship Project, c'est un think tank qui cherche à accélérer la transition vers une économie post-carbone. Et pour cela, nous regardons comment la question se pose dans les différents secteurs de l'économie. Alors, pour essayer de compléter les réponses qui ont déjà été données à la question « Qu'est-ce que l'IA ?» j'ajouterai trois choses. La première, c'est que ça fait longtemps qu'on parle d'IA. Globalement, dans les années 50, il y avait déjà des travaux dessus. Et donc aujourd'hui, en fait, quand on parle... Pourquoi est-ce qu'on parle d'IA, beaucoup d'IA depuis 2 ans? Parce qu'en fait, on parle beaucoup d'IA générative. Ce qui veut donc dire, par définition, ça veut dire qu'il y a aussi de l'IA non générative, comme Yves vient de le dire. Et on a toujours tendance, généralement, mais souvent dans le numérique d'ailleurs, à penser que ce qu'on vient entre guillemets d'inventer est quelque chose qui révolutionne complètement ce qui existait avant. Et donc c'est tout à fait le cas de l'IA générative. Je vais me permettre un trait d'humour. C'était un peu le cas aussi il y a quelques années avec la 5G, puis on s'aperçoit que c'est pas forcément autant le cas. Mais sans poursuivre sur cette pente un peu critique, c'est simplement pour dire que très probablement, dans quelques années, on parlera d'IA, mais ça sera peut-être plus exactement de l'IA générative, ça sera peut-être plutôt de l'IA sémantique, avec pas forcément les mêmes problématiques. Et troisième point, pour ne pas être trop long, je pense qu'aujourd'hui, si on parle d'IA, on ne parle pas seulement d'une technologie, en fait. On parle donc essentiellement d'IA générative, et on en parle parce qu'un certain nombre d'acteurs extrêmement puissants, des acteurs américains du numérique, poussent à fond cette technologie, et pour en faire en sorte qu'on en fasse un usage maximum. Et donc je pense qu'on le verra tout à l'heure, on ne peut pas non plus penser que ce choix technologique est un choix neutre, y compris d'un point de vue géopolitique. Merci. Alors effectivement, le choix par rapport à la géopolitique, il est plein et entier. Maintenant, si on revient sur cette notion de coût pour la planète, Frédéric, est-ce qu'on peut avancer un petit peu pour préciser? Oui, alors il y a plusieurs points. La première chose, c'est qu'on ne sait pas. Je pense que tous les experts de référence vous diront que c'est très compliqué aujourd'hui d'évaluer précisément les impacts environnementaux de l'IA. On ne sait pas parce que les principaux acteurs, les GAFAM et autres principaux acteurs de l'IA ne nous donnent pas les données à partir desquelles on pourrait calculer avec une analyse du cycle de vie les impacts environnementaux associés. Donc on ne sait pas, et tous les ordres de grandeur qu'on va vous donner sont les moins grossiers possibles et les moins pourris entre guillemets possibles en termes de données. Mais aujourd'hui, on est bloqué par les acteurs de l'IA qui ne nous donnent pas ces infos. Ceci étant dit, en préambule, on a quand même quelques ordres de grandeur, donc je laisserai notamment Hugues et peut-être Juliette compléter.
Premier ordre de grandeur qu'on a calculé, nous, sur la base d'un rapport scientifique publié dans Nature l'été dernier. Nous, on estime qu'en Europe, si on prend juste la part des data centers, c'est-à-dire juste la partie des serveurs qui font fonctionner l'IA, en Europe, ça représente à peu près 1 à 2% de votre budget annuel soutenable. Qui ne sait pas ce qu'est un budget annuel soutenable? Levez la main. OK. Donc un budget annuel soutenable, c'est les limites planétaires qu'on va rapporter à un individu pendant un an. Il y a des limites planétaires qu'on ne doit pas dépasser, il y en a 16, enfin 9, qui induisent 16 crises environnementales et sanitaires majeures parce qu'on les a dépassées. Et quand on regarde, qu'on rapporte ces limites planétaires à un individu, eh bien, on sait combien chacune d'entre nous dans cette pièce, nous pouvons émettre de gaz à effet de serre sans déclencher de réchauffement global, puiser d'eau sans générer de stress hydrique, etc. Et donc, le numérique aujourd'hui représente à peu près 40% de votre budget annuel soutenable et l'IA représente à peu près 1 à 2% sur à peu près un tiers de ces impacts. Donc si on calculait tous les impacts, si on avait les données pour le faire, ça serait probablement in fine de l'ordre autour de 5% de votre budget annuel soutenable. Ce qui est peu aujourd'hui, mais je pense que d'autres intervenants vont le préciser, ce qui va probablement croître très rapidement. Et juste pour finir, 2 derniers points. Les impacts environnementaux du numérique et donc de l'IA sont principalement de l'épuisement de ressources abiotiques, c'est-à-dire des métaux et des minéraux notamment, des ressources fossiles également. C'est 52% des impacts du numérique en France et donc de l'IA en France, 28% de radiation ionisante qui ont un impact sur la santé humaine et 11% de gaz à effet de serre, à peu près. Le dernier sujet, c'est que sur cet épuisement de ressources abiotiques, qui est le principal impact finalement environnemental de l'IA, eh bien, on se rend compte que les métaux et les minéraux dont on a besoin pour fabriquer notamment le numérique, dont l'IA, les réserves rentables sont en train de s'écrouler. On a refait des calculs au sein de l'association Green IT qu'on va bientôt publier. On estime qu'aujourd'hui, par exemple, pour le ruthénium, qui est un métal dont on a besoin pour fabriquer ces outils, on a 2 ans de réserve rentable. Pour l'or, par exemple, et l'étain, on a 11 ans de réserve rentable devant nous. Donc on est un peu affolé quand on entend un plan à 100 milliards, plus de 100 milliards en France pour développer l'IA et les data centers, parce qu'on se demande comment on va les fabriquer, concrètement. Voilà pour une synthèse rapide. Merci Frédéric. Hugues ? Oui, je vais essayer de compléter en m'intéressant surtout à l'énergie, en fait. Mais avant de rentrer dans les chiffres, je pense qu'il est utile de se rappeler que l'IA, ou plutôt l'IA générative, ou plutôt le phénomène IA, il ne se produit pas, il y a déjà des choses qui existent au moment où il arrive. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que le numérique, il a déjà aujourd'hui une empreinte à la fois carbone et énergie significative, qui est de l'ordre d'environ 4% en fait de l'ensemble des émissions, et d'à peu près 10% de la consommation d'électricité dans le monde. Ces chiffres semblent modestes. Ils ne le sont pas tant que ça. 4%, c'est juste la moitié de l'empreinte de la flotte automobile mondiale, donc c'est du même ordre de grandeur. Le deuxième point, c'est que cette empreinte carbone-énergie, elle augmente. Et elle augmente, ce qui est déjà un problème, mais elle augmente bien plus vite que la consommation d'énergie globale et les émissions globales, puisque cette empreinte, elle augmente de l'ordre de 5 à 6% par an. Troisièmement, il faut donc ce qu'il faut regarder en fait en s'intéressant à ce phénomène IA, c'est quel impact ce phénomène va avoir directement sur ce système numérique, et est-ce qu'il y a d'autres impacts qui vont se produire, qui peuvent être soit vertueux, soit au contraire aller dans le même sens délétère. Alors, quelques éléments de réponse, même si aujourd'hui je suis d'accord avec Frédéric, il y a encore un certain manque de données, mais on peut quand même identifier des ordres de grandeur. Je disais que le numérique, c'est 4% des émissions, c'est 10% de la consommation d'électricité. Dans le numérique, vous avez 3 gros pavés. Vous avez la face émergée, ce sont les terminaux,
donc les ordinateurs, les smartphones, les téléviseurs, etc. Vous avez les réseaux qui peuvent être mobiles, la 4G, la 5G ou fixes, fibre optique, et maintenant spatiaux avec les satellites. Et puis vous avez le troisième composante qui sont les centres de données, les data centers, là où on va concentrer en fait de la puissance de calcul et du stockage de données. Et donc, pour que ce phénomène IA fonctionne et prenne de l'ampleur, il faut notamment mettre des serveurs très puissants en fait dans les centres de données. Ces serveurs très puissants, ils vont servir à la fois pour la phase d'apprentissage, dont certains ont déjà parlé ici, mais aussi ensuite dans la phase d'utilisation en fait de ces modèles d'intelligence artificielle. Or, je pense que là, il y a un consensus, c'est qu'aujourd'hui, les besoins supplémentaires en fait qui sont dus à ce phénomène IA, besoins supplémentaires en termes de stockage de données et surtout de puissance de calcul, se traduisent par le recours à des serveurs beaucoup plus puissants informatiquement, mais également beaucoup plus puissants électriquement. Et après, donc, sans avoir le temps de rentrer dans le détail, mais on pourra le faire si c'est nécessaire, tout ceci a pour impact que la consommation électrique des centres de données qui augmentait déjà à un rythme significatif, de l'ordre de 7% par an ces 10 dernières années, probablement va croître à un taux double, de l'ordre de 15% par an. Et donc, pour arriver à donner quelques chiffres un peu plus peut-être significatifs, ça veut dire que les centres de données qui représentaient de l'ordre de 2% de la consommation d'électricité dans le monde vont assez rapidement passer à 4%. Et quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, ils sont déjà à 4% et ils risquent de passer à de l'ordre de 10-12% d'ici 5-6 ans. Et pourquoi je cite des chiffres qui sont surtout des chiffres qui sont relatifs à l'énergie? Tout simplement parce que là aussi il y a un consensus. On ne sait qu'on arrivera à faire baisser rapidement les émissions que si on substitue suffisamment rapidement en fait des énergies renouvelables aux énergies fossiles. Et ça, on ne pourra le faire que si en même temps on arrive à réduire globalement notre consommation d'énergie. Donc, finalement, tout phénomène qui conduit à augmenter significativement la consommation d'énergie pose un problème en soi du point de vue du changement climatique et éventuellement d'ailleurs de l'épuisement d'un certain nombre de ressources. Donc ça, c'est un premier effet et ça veut dire que le numérique, qui aujourd'hui représente 4% des émissions, pourrait très bien représenter 7 à 8% des émissions d'ici 5-6 ans si les prédictions que je viens de donner s'avèrent justes. Mais j'ajoute quelque chose parce que c'est très très important. Il ne s'agit pas seulement de regarder en valeur absolue ce qui se passe. Il s'agit aussi de mesurer les effets du rythme en fait des changements. Et il y a quelque chose qui est extrêmement important, et là aussi il y a un consensus, c'est que le numérique, lui, il évolue à un rythme beaucoup plus rapide que les autres secteurs. Et notamment, il évolue à un rythme beaucoup plus rapide que le secteur de l'énergie et le secteur de l'électricité. Ce qui veut dire qu'en fait, cette consommation supplémentaire d'électricité, elle est non seulement significative, mais elle se produit à un rythme qui n'a rien à voir en fait avec les délais auxquels est habitué le secteur de l'électricité. Et qu'est-ce que ça a pour conséquence? C'est que aux États-Unis, là où le phénomène IA donc, est le plus sensible, il a démarré le plus tôt, c'est que la seule façon que les compagnies d'électricité ont de répondre en fait à ce surcroît de consommation, c'est de faire deux choses. C'est de ne pas fermer des centrales électriques à charbon qui étaient prévues de fermer. Et deuxièmement, c'est de répondre à la consommation supplémentaire en implantant et en créant de nouvelles centrales à gaz.
Alors, d'un point de vue d'alimentation énergétique, c'est pas forcément un problème pour les États-Unis parce qu'ils ont du gaz de schiste, et donc ils peuvent utiliser ce gaz. Mais pour la planète, bien évidemment, c'est pas bon du tout. Merci Hugues. Alors Juliette, ensuite, Jérôme et Yves. Oui. Merci. Pour apporter une petite perspective aussi, quand on parle de coûts pour l'IA pour la planète, je pense qu'il faut regarder 3 éléments. Il y a évidemment en premier lieu les effets, les impacts environnementaux de la chaîne de valeur de l'IA, ce dont Frédéric et Hugues ont parlé. On a effectivement très très peu de chiffres sur ce sujet. La seule entreprise aujourd'hui qui a publié quelques chiffres, mais sans vraiment de méthodologie derrière, donc sans vraiment d'explication, sans vraiment qu'on comprenne quel est le périmètre d'étude, c'est Meta, donc anciennement Facebook, qui a publié par exemple que sur son modèle Llama 3, avec 70 milliards de paramètres, c'était pour entraîner ce modèle, ça avait mené à 1900 tonnes de CO2 émis. Donc pour faire un comparatif, nous, Français, on émet environ 10 tonnes de CO2 par Français et par an, donc 1900 tonnes versus 10 tonnes par Français. Ensuite, on l'a dit, c'est un impact environnemental à un instant T, mais aujourd'hui, ce qui nous inquiète, c'est effectivement les perspectives d'évolution, notamment parce que la taille des modèles a plutôt tendance à augmenter, notamment entraînée par les Américains qui pensent plutôt que bigger is better dans le domaine de l'IA. Et au-delà des modèles qui sont plus grands, c'est aussi les usages qui augmentent, à la fois par le nombre d'utilisateurs, mais aussi par le périmètre d'utilisation. Aujourd'hui, sur notre smartphone, on a de l'IA qui vient s'incruster dans nos boîtes mail, dans nos gestionnaires photos, etc. Donc finalement, ça nous inquiète. L'Agence internationale de l'énergie estime à la louche que le secteur de l'IA va faire x10 en termes de consommation énergétique entre 2023 et 2026. Mais aujourd'hui, c'est des estimations qui sont faites à très grosse maille. Donc ça, c'est la première chose, c'est la chaîne de valeur de l'IA, la fabrication des composants, le fait d'entraîner des modèles du coup sur nos serveurs qui vont avoir un certain nombre d'impacts environnementaux. L'autre élément à regarder, c'est les effets indirects liés à l'IA dans nos changements d'équipement, par exemple. Parce qu'on veut le dernier smartphone qui inclut de l'IA, on va remplacer un téléphone beaucoup plus rapidement et du coup, on va mettre à la poubelle un téléphone qui fonctionnait très bien, mais parce qu'on le veut de l'IA. Ça peut être le cas sur beaucoup d'autres choses, pas que sur nos téléphones, mais surtout les éléments électroniques de notre vie de tous les jours. Et le troisième élément à regarder, c'est les usages. Aujourd'hui, malheureusement, l'IA est beaucoup utilisée dans une optique plutôt de divertissement sur des usages qui ne sont pas forcément au service de l'intérêt général. Donc la grosse question qui se pose, c'est est-ce que l'IA va nous pousser à consommer davantage, donc à acheter davantage, ou au contraire va nous permettre d'optimiser nos processus, d'optimiser notre consommation énergétique, notre consommation d'eau. Et même lorsque ça nous permet d'optimiser, parfois il y a des effets rebonds. On va optimiser, mais du coup on va consommer encore davantage grâce à ces réductions. Donc vision un peu pessimiste, mais je partagerai après une vision plus optimiste sur les choses qu'on peut faire par rapport à ces tendances. Merci Juliette. Et juste pour donner un défi aux 2 intervenants qui viennent, donc Jérôme et Yves, c'est de faire court. Et c'est pas gagné. Défi relevé. Moi, je vais aller dans le sens de Hugues en citant en donnant à voir le coût de l'électrification et le coût d'accès à l'énergie. On peut mesurer assez facilement les data centers, qui est une partie du numérique. Donc le numérique est beaucoup plus large, mais aujourd'hui, il y a entre 8 000 et 10 000 data centers, 45% aux US. La consommation de ces data centers à l'échelle mondiale, c'est 50 gigawatts, c'est 60 gigawatts, pardon, et c'est la consommation de l'Allemagne. Mais ce n'est pas homogène. Certains pays comme l'Irlande, donc ça représente 2% de la consommation mondiale, mais en Irlande, on est à 20%, c'est-à-dire qu'il y a plus d'électricité qui alimente les data centers que la population irlandaise. Et en Virginie ou en Louisiane, c'est de l'ordre de 25%. Quand on se projette dans 5 ans, ce qui est assez court, la consommation des data centers va atteindre 150, 160 gigawatts, c'est-à-dire la moitié de l'Europe, et l'intelligence artificielle sera globalement la consommation ou la production de la France. Donc l'accès à l'électricité, comme on l'a dit, et l'électricité décarbonée, si possible, va être un véritable enjeu de l'accès à l'intelligence artificielle et aux data centers. Merci Jérôme. Yves ?
Donc en complément, en résumé, en cours, ma synthèse, c'est qu'on a un changement de paradigme par rapport au numérique sur l'IA quand on le regarde dans une logique de coût environnemental et de coût par la planète. C'est dû à 3 choses. Les 2 premières, c'est des aspects techniques. Je vous ai parlé de la différence entre l'IA de classification et l'IA générative. Dans chacun de ces 2 modèles d'IA, vous avez une phase d'entraînement des modèles et vous avez une phase après qu'on appelle d'inférence, qui est finalement la phase d'utilisation. Dans ces 2 aspects, l'IA générative est beaucoup plus gourmande que les IA de classification. Et puis il y a un 3e aspect qui n'est pas technique, lui, et qui est le fait que l'IA générative est utilisable très facilement pour tout, et sur plein d'usages, elle est vachement utile. Et donc il y a une simplicité d'utilisation très forte qui va multiplier la rapidité d'accès. Et c'est ça qui fait globalement, alors la synthèse que je me fais par rapport à ce que j'ai compris, en particulier des différents travaux que le Shift Project a fait sur le numérique dans les dernières années, c'est que jusqu'à présent, dans le numérique au sens large et dans les IA anciennes, le coût global environnemental, énergétique, etc. du numérique était à peu près stable. C'est-à-dire qu'on arrivait à compenser les augmentations d'utilisation par l'optimisation qu'on arrivait à faire sur les équipements. Et avec l'IA générative, il y a un changement et une inversion de la courbe qui n'est pas du tout dans le bon sens. Merci Yves. Et justement, si vous pouvez garder la parole sur... là, on a commencé à bien poser le cadre avec des choses assez précises. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est finalement, est-ce qu'on pourrait caractériser le paradoxe? Vous avez commencé à en parler un petit peu. Et chez Soprasteria, donc ESN française et européenne, si vous pouvez dire, vous, en tant que directeur des programmes IA, comment vous êtes finalement un témoin privilégié de ce paradoxe de massification des usages face à une insoutenabilité des coûts, et que ce soit en interne ou chez vos clients. Alors effectivement, donc j'en ai pas parlé tout à l'heure, Soprasteria, pour ceux qui ne connaissent pas, on est ce qu'on appelle une entreprise de services numériques, anciennement une SS2I. On est 60 000 personnes en Europe, dans tous les pays européens. On est une entreprise française, souveraine, et on a plusieurs milliers, voire quelques dizaines de milliers de développeurs, et on assiste à une massification des usages. Donc comme je disais tout à l'heure, l'IA, c'est un outil incomparable. C'est-à-dire que pour les travailleurs de la connaissance, pour les gens qui travaillent avec la matière informationnelle, finalement, c'est un outil incroyable, c'est une nouvelle interaction avec la connaissance et la documentation. Et aujourd'hui, on ne peut pas être, pour moi, on ne peut pas faire un bon travail de développeur informatique, restons là-dessus, on ne peut pas faire ce bon travail sans utiliser de l'IA générative. Et on a déployé, nous, des tas d'outils. Les utilisateurs, c'est agréable, ça apporte vraiment de la simplicité. Et les utilisateurs, à savoir les développeurs, trouvent que ça renforce la qualité de leur travail. Donc par rapport à ça, même si on leur disait qu'il faut tout arrêter, non, ça renforce la qualité de leur travail. Et ça a un outil. En revanche, et c'est là qu'il faut commencer à sensibiliser aux usages, c'est que dans les façons dont on utilise ces outils, il va falloir rentrer dans le détail. En particulier, je donne un exemple d'une étude qui a été faite par un chercheur de l'INRIA qui est encore en revue en ce moment, sur le fait que donc les développeurs, je reprends cet exemple des développeurs où c'est une aide au développement. Ils utilisent un outil de Microsoft qui s'appelle GitHub Copilot. Cet outil-là, par défaut, il est configuré pour aider à faire des autocomplétions. C'est-à-dire vous commencez à écrire votre phrase et puis ça répond tout de suite sur une proposition de code. Si vous laissez, ce qu'on s'aperçoit, c'est que si vous laissez cet outil d'autocomplétion, vous avez à la fois une très grosse augmentation d'utilisation énergétique. Donc ces travaux de l'INRIA dont je disais évaluent à peu près à x2. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si chaque développeur il avait un deuxième PC, pour donner un peu l'image. Et en même temps, l'utilisation qui va faire réellement des codes qui sont générés de cette façon-là, ça se limite à 10%. Donc on voit bien que finalement, est-ce qu'on veut vraiment avoir 2 PC pour simplement avoir une augmentation d'efficacité de 10%? Il y a un peu de travail à faire là-dessus. Et donc tout ce travail de dire ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire être capable quand même de profiter de l'intérêt que ça peut avoir, mais tout en étant très très conscient sur comment on le fait, c'est essentiel. Merci Yves. Jérôme,
Oui, alors, je crois qu'il y a un économiste du 19e qui s'appelait William Jevon et qui a suivi de près en Angleterre l'évolution du charbon, l'arrivée du charbon et comment ça a transformé la société et le monde, qui a donné son nom à ce paradoxe, le paradoxe de Jevon, et qui est le suivant, c'est que quand une technologie ou un changement, une disruption a une plus grande efficacité, en fait, elle résulte avec une augmentation souvent de la consommation totale des ressources au lieu de les réduire. Et c'est sans doute ce qui va arriver avec l'IA, où globalement, cette intelligence ou ces machines cognitives devraient augmenter l'efficacité des processus, de l'industrie, de nos vies, et elle va sans doute nous amener à utiliser beaucoup plus de ressources. À chaque fois, on a des facteurs 10 ou des facteurs 100 quand on a des nouveaux algorithmes ou des nouveaux types d'apprentissage. Donc ça, c'est vraiment pas la bonne nouvelle. S'il y avait des éléments, il faut être factuel, s'il y avait des éléments de l'IA qui nous permettent de réduire la consommation, il faudrait qu'on les voit tout de suite pour se dire que dans 5 ans, on pourrait les projeter. Donc il faut vraiment qu'on les piste et qu'on les capte en se disant comment l'IA est au service de la réduction de l'énergie ou de l'environnement. La demi-bonne nouvelle, c'est qu'il y a une telle pression sur l'accès à l'électricité des big tech ou des GAFAM, et ce ne sont pas des bienfaiteurs, hein, mais il y a une telle pression, et particulièrement pour l'Irlande à Virginie, qu'ils contribuent maintenant ou ils investissent dans la génération ou la transmission d'électricité. Alors, c'est souvent des centrales à charbon, comme on a vu l'annonce de Meta, mais en tout cas, le coût de l'électrification est tellement important et tellement long que ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle que les big tech investissent. Et ce n'est pas du tout le cas des autres consommateurs d'électricité. Dans la mobilité électrique, on n'a jamais entendu une industrie se dire qu'ils allaient prendre en compte l'infrastructure des réseaux électriques pour accélérer l'électrification, ni dans les pompes à chaleur, ni dans les autres types d'industries. Donc voilà pour le point sur ce paradoxe. Sur le paradoxe. Frédéric ? Alors pour nous, c'est simple, il n'y a pas de paradoxe. Pour nous, c'est compte tenu du fait qu'on vit dans un monde matériel, vraiment physique, il y a un moment où, au rythme actuel, ça ne pourra pas fonctionner. C'est-à-dire que les prédictions qu'on a aujourd'hui ne pourront pas exister, au sens où on manquera avant des minerais pour fabriquer les serveurs ou de toute autre ressource pour fabriquer l'électricité en quantité suffisante pour faire advenir ce mirage d'un monde ultra connecté, blindé d'IA, etc. Et donc, il y a un paradoxe marketing à dire grâce à l'IA, on va sauver la planète, etc. Certes, ça doit pouvoir agir dans certains domaines, et il ne faut pas acheter toute l'IA, hein. Elle est intéressante dans certains domaines. Par contre, le modèle qu'on nous vend aujourd'hui d'une généralisation de l'IA à outrance, intégrée partout dans la société, ne pourra pas devenir physiquement. Il y a des limites physiques au monde que vous connaissez. Et voilà, donc pour nous, ça n'est qu'un demi-paradoxe, en fait, d'une certaine façon. Merci. Alors, je précise le terme de paradoxe. En l'occurrence, ça peut être un paradoxe apparent, mais le paradoxe se situe au niveau de la massification des usages alors qu'il y a une finitude des ressources. Et donc, je suis d'accord qu'il y a aussi un paradoxe éventuellement marketing ou autre, mais que le paradoxe réel, il est là. C'est-à-dire, c'est ce que vous venez de dire, on fonce droit devant en sachant que de toute façon, il n'y aura pas les ressources. Donc, comment va-t-on faire ? Hugues, un mot ? Oui, je vais peut-être continuer sur la comparaison en fait avec d'autres choses qui sont déjà produites dans le numérique, notamment le smartphone. En fait, le smartphone, ça fait à peu près 20 ans hein, que ça existe. Et son adoption a été très rapide, alors beaucoup moins rapide que l'IA générative aujourd'hui, mais tout de même très rapide. Et on s'est mis à l'utiliser pour beaucoup de choses. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, on commence à faire le constat qu'il y a un certain nombre d'effets indésirables, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont très utiles, et après, il y a quand même un certain nombre d'effets pervers, voire néfastes. Le temps d'écran, etc., etc. Et donc, sans rentrer dans les détails, le constat qu'on est en train de faire, c'est on a perdu, enfin, cet outil est arrivé, mais on n'a pas véritablement appris à le maîtriser, d'accord ? Parce qu'il apportait plein de choses nouvelles
et avec des choses qui arrivaient tous les ans. Et tout ceci s'est fait à un rythme, je parlais tout à l'heure de la décorrélation entre le rythme d'évolution du numérique et le rythme d'évolution du secteur énergétique, mais c'est un petit peu vrai aussi si on compare le rythme d'évolution du numérique et notre capacité d'apprentissage. En fait, les choses se passent à un rythme beaucoup trop rapide pour que nous en ayons pleinement le contrôle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des acteurs dans le numérique qui en ont le contrôle, mais c'est un autre sujet. Et donc, pourquoi je parle du smartphone? Parce que je pense que l'IA générative, c'est un petit peu le smartphone de l'IA. C'est-à-dire que pourquoi on se met à utiliser beaucoup d'IA générative? Parce que c'est facile. Et alors que l'IA existait avant, sauf que c'était moins facile, c'était plutôt réservé à des spécialistes. Et là, l'interface, notamment conversationnelle, fait que on y a accès, mais sans avoir forcément pleinement conscience de ce qui est derrière. Et donc, assez rapidement, en fait, sans en avoir véritablement le contrôle. Et je ne sais plus qui tout à l'heure a employé le terme d'outil pour, je crois que c'est toi Yves, pour l'IA générative. Oui, je pense que ça reste un outil si on a les compétences et l'expertise pour véritablement s'en servir comme un outil. Le problème, c'est que la massification qui est en train de se faire va plutôt avoir pour effet que cette IA générative, elle se mette à jouer un rôle qui va bien au-delà d'un rôle d'outil. Et si on rapproche ça en plus de la problématique de la traduction d'artificial intelligence par intelligence artificielle, on va lui donner en fait des attributs qu'elle n'a pas forcément. On va penser qu'elle est intelligente alors qu'elle n'est pas intelligente du tout. L'IA générative, c'est essentiellement un outil statistique qui progresse à coup d'augmentation de sa base de données et à coup d'augmentation de sa puissance de calcul. Mais elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Donc, pour finir, parce qu'il faut que je fasse court, si on se met à utiliser en fait l'IA générative de la même façon qu'on utilise aujourd'hui Google, Google aujourd'hui consomme à peu près 30 TWh par an. Quelqu'un a dit tout à l'heure, je crois que c'était Philippe, en gros, une interaction textuelle de type ChatGPT, c'est 10 fois plus d'énergie. Ça veut dire qu'on va consommer 300 TWh au lieu de 30 TWh. Et en fait, pour probablement 98% des questions qu'on va poser, on va avoir à peu près le même résultat. Donc on va consommer en fait 10 fois plus d'énergie pour améliorer la situation dans 2% des cas. Et le problème, c'est qu'on ne se sera pas en fait doté des compétences qui nous permettent de faire le tri entre ce qui vaut vraiment la peine et ce qui ne vaut pas vraiment la peine. Et donc le véritable problème de la massification, il est là, et il est donc dans le rythme auquel c'est en train de se produire. Merci Hugues. Juliette ? Ouais, pour finir, conclure, peut-être un petit dézoomage. Finalement, ce paradoxe de massification des usages par rapport à des limites planétaires, il n'est pas vrai que dans le secteur de l'IA, il est bien sûr vrai dans tous les secteurs. Aujourd'hui, la population continue à augmenter et face à ça, il y a aussi une demande d'accès à du confort qui sous-tend de plus en plus de matières, production de plus en plus d'infrastructures. Comment on fait pour réconcilier les deux choses, à la fois donc, cette demande de plus de matière versus nos limites matérielles et les limites planétaires liées notamment au réchauffement climatique. Aujourd'hui, il y a deux voies. Il y a une voie que privilégiée peut-être par les Américains, une grande partie du monde qui a trait à l'innovation. On essaye de faire autrement, d'innover, de trouver de nouvelles sources de production énergétique qui sont décarbonées. Et il y a une autre voie qui peut être complémentaire du coup à cette innovation, c'est la sobriété. C'est ce que la France essaye de porter. C'est pas toujours très simple et surtout dans le contexte géopolitique actuel. C'est de dire peut-être réinventons la notion de confort, trouvons du bonheur et du confort dans d'autres choses qui vont nécessiter moins de ressources matérielles. Et ça, aujourd'hui, on peut l'appliquer dans l'IA, donc avec un concept dont on parle beaucoup, nous, au sein du ministère, qui s'appelle l'IA frugale,
frugal, qui est donc l'idée de penser ces usages de l'IA, mais aussi la manière dont on construit l'IA pour en faire quelque chose qui soit à la fois utile du coup pour nos sociétés et à la fois le moins impactant possible pour notre planète. Merci Juliette. Alors en fait c'est formidable parce que Juliette vient de faire la transition avec la troisième partie. C'était voulu. C'était voulu, nature, bravo. Et donc l'idée c'est quels axes de réflexion et de pistes d'action pour sortir de ce paradoxe et finalement qu'est-ce qu'on peut imaginer faire à titre individuel et dans nos organisations pour finalement arriver à être acteur de cette transformation puisqu'on peut avoir parfois un sentiment d'impuissance par des choses qui nous dépassent. Là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice de réappropriation? Qui veut commencer? Yves? Ouais. Je vais commencer par quelque chose qui est peut-être un peu antinomique avec ce qu'on pense. Je fais le pari que si vous venez aujourd'hui à ces conférences des universités de la Terre, c'est que vous êtes conscient du problème et du sujet qu'on a en face de nous. Ce qui n'est pas du tout le cas de beaucoup de gens. Et donc la première chose à faire, en tout cas une des actions que moi j'essaye de faire, c'est de sortir par le haut en faisant témoignage. On a l'avantage avec l'IA, alors en particulier moi dans ma position de visionnaire stratégique d'une grande ESN du numérique sur le sujet qui est quand même le sujet à la mode de l'IA, on me sort en clientèle devant plein de grands DSI et en fait, je ne perds jamais une occasion de dire que le vrai problème qu'on a en face de nous, c'est celui qu'on connaît depuis les années 70, qu'on envoie beaucoup trop d'énergie fossile dans l'atmosphère et que jusqu'à présent, on n'a jamais vraiment pris le problème d'une bonne chose et que les trajectoires sur lesquelles on est, c'est celles qu'on connaissait déjà dans les années 70 et qui sont plutôt du business as usual et pas bonnes. Donc ça, c'est le premier levier et c'est énorme. Donc faites la même chose quand témoignez autour de vous, quand vous parlez, c'est un des sujets qui est quand même super à la mode. Parlez de ces éléments, dites un peu où est-ce que c'est pour qu'on sorte. Aujourd'hui, sur l'intelligence artificielle, si vous regardez autour de vous et dans les entreprises, on est très souvent sur des questions qui commencent par comment. Comment j'y vais? Comment je le déploie autour de moi? Comment je l'utilise? Comment ça se passe? Et on ne se pose pas la question du pourquoi. C'est comme s'il y avait une espèce de réponse implicite à une question du pourquoi, qui est que ça va tellement changer le monde et ça va être tellement important pour les modèles économiques que ceux qui ne le font pas maintenant, ils vont être complètement has-been, ils vont être morts demain. Reposez la question du pourquoi et témoignez autour de vous. Ça, c'est déjà une première façon de sortir par le haut. Merci Yves. Et en fait, tout ça, il y a une impulsion quand même au niveau du champ civil et du champ militaire, où en fait, il y a une histoire de domination des puissances. Donc le pourquoi, il est induit déjà à ce niveau-là. Qui veut prendre la parole? Frédéric? Allez. Alors nous, on voit 4 actions concrètes qui peuvent être mises en œuvre à différents niveaux. La première action, c'est vous. Il faut vous rappeler de Gandhi, qu'un jour on a eu un petit peu marre du racisme et qui s'est levé au milieu. Il était dans un train en Afrique du Sud, il s'est levé, il a fait la révolution. Les grands changements de la société, ça commence toujours par des êtres humains qui décident d'agir. Et donc le sujet qu'on évoque depuis ce matin, c'est qu'on vit dans un monde qui est limité et où il y a un moment, il va falloir qu'il y ait un petit peu ce terme de moins ou de sobriété qu'on mette réellement en œuvre. Donc la première chose que chacune d'entre nous, on peut faire, c'est utiliser un petit peu moins d'IA, pas s'en priver parce que ça serait dommage compte tenu de ses apports, mais réfléchir, est-ce que j'ai vraiment besoin de retoucher chacune de mes photos pour enlever un micro-élément de chaque photo sur mon smartphone à coup d'IA, etc. Vous voyez. Par contre, si ça permet de se soigner, s'il y a des améliorations notables pour chacune d'entre nous, là, il ne faut pas s'en priver. Donc, il va falloir qu'en tant que citoyen et citoyenne, on arbitre nos usages. C'est simple, il suffit juste d'être un peu plus raisonnable dans l'usage de cette technologie. Deuxième action qu'on peut avoir, c'est clairement légiférer. Et il y a un moment où on laisse des acteurs qui sont principalement les GAFAM, mais d'autres, injecter de l'IA et des technologies dans nos vies quotidiennes et quelque part, c'est pas vous qui fabriquez votre smartphone, c'est pas vous qui fabriquez le logiciel de retouche d'image et c'est pas vous qui fabriquez l'IA qu'on vous impose d'une certaine façon. Et donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un débat public de société, au sens noble de la politique, pour qu'on puisse définir un petit peu des limites à l'usage de cette technologie.
Pour que cette deuxième action, on puisse la mener à l'échelle nationale et puis plus globale, européenne et mondiale, il faut aussi qu'on ait une troisième action, c'est un grand débat. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans l'IA? Il y a un moment, il n'y a pas eu de choix démocratique sur le déploiement des satellites Starlink ou le déploiement de l'IA. Il n'y a pas de choix, on vous l'impose. Et je pense que là, c'est vraiment à vous, les citoyens et les citoyennes, de vous réapproprier ce sujet-là. Et pour le réapproprier, à un moment, il faut utiliser les mécanismes politiques, encore une fois au sens noble du terme, qui permettent d'avoir un grand débat et de décider ce qu'on veut faire avec les dernières réserves de numérique à notre disposition pour l'IA. Et puis, dernier sujet, là, c'est vraiment pour les concepteurs. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui créent des outils numériques et ou avec de l'IA? Levez la main, juste que je me rende compte. Donc il y en a quelques-uns. Là, c'est vraiment activer ce qu'on appelle le mécanisme d'éco-conception. On peut très bien éco-concevoir une IA, enfin en tout cas le service qui est rendu par l'IA, et on peut aller très très loin dans l'éco-conception. Nous, on a une démarche qu'on appelle la slow tech, qui est en fait l'utilisation de la high-tech qui est l'IA avec de la low-tech, qui est une alternative. Et on peut très bien, comme ça a été démontré dans un processus de santé publique, associer des chiens du projet CADOC de l'Institut Curie qui détecte des cancers à l'odorat avec une intelligence artificielle qui va vérifier quand le chien a un doute. Donc il faut qu'on déclive notre pensée quand on conçoit les nouvelles réponses à nos besoins et qu'on ne fasse pas du 100% numérique, 100% IA ou 100% low-tech, mais qu'on assemble en fait ces technologies et que l'IA ne soit qu'une des briques de la solution quand elle est réellement pertinente, parce qu'elle est réellement pertinente sur certains sujets. Merci Frédéric. Hugues? Ouais, je vais essayer de compléter. Je pense que tout d'abord, je vais répéter un peu ce que j'ai dit. C'est-à-dire que moi, je préférerais qu'on parle du phénomène IA plutôt que d'IA. Parce qu'aujourd'hui, le sujet, en fait, c'est deux choses, en fait. C'est la technologie d'IA générative que l'on veut utiliser pour faire beaucoup de choses, alors qu'elle n'est pas forcément la plus performante dans un certain nombre de cas. Et deuxièmement, c'est en fait toutes les stratégies commerciales et marketing d'acteurs extrêmement puissants qui tendent à nous faire croire que, comme ils le disent, l'IA, c'est l'avenir de l'humanité. Alors, on n'est pas forcé d'y croire. Il faut avoir conscience quand même que cette stratégie, elle correspond à une vision du monde qui est bien particulière. Et pour rejoindre ce que disait Frédéric, ça veut donc dire qu'il faut aussi qu'on regarde ce sujet comme un sujet politique, en fait. Et donc, ça veut dire qu'au-delà des pratiques individuelles, que ce soit au sein des entreprises ou celles des individus, il faut véritablement identifier en fait la portée socio-politique en fait de ce phénomène IA. Et donc il faut le traiter aussi en tant que tel. Ça veut donc dire que si on n'a pas choisi d'épouser en fait l'idéologie qui va avec ceux qui poussent ce phénomène, ça veut donc dire qu'il faut mettre un certain nombre de mécanismes qui empêchent en fait que tout ceci se fasse sans qu'on ait vraiment envie et décidé de le faire, parce que c'est quand même un petit peu comme ça que c'est parti. Et c'est très compliqué en fait pour une personne ou même pour une entreprise en fait de résister à ce phénomène si il est suffisamment puissant. En fait, toutes les entreprises aujourd'hui se lancent dans l'IA parce qu'elles ont tellement peur en fait de manquer quelque chose et de ne pas en faire suffisamment. Donc ça peut être très bien à court terme pour les SS2I. Mais à moyen terme, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Donc, il y a vraiment des choses à faire en termes de régulation, et c'est pas forcément uniquement de la régulation à but environnemental. Hein, c'est d'abord de la régulation sur les pouvoirs de marché de ces acteurs. Et de ce point de vue-là, moi, je fais le lien complètement avec les débats qui ont lieu en ce moment à Bruxelles
et avec l'essai de remise en cause en fait par ces grands acteurs de la tech américaine de la régulation européenne sur le numérique qui a commencé à se mettre en œuvre depuis quelques années. Donc ça commence déjà par là. Ça veut dire qu'il faut tenir bon en fait sur les garde-fous que l'on a commencé à mettre en œuvre. La deuxième chose, et là ça dépasse le cas de l'IA, c'est vraiment vrai pour tout le numérique, dont je répète que l'empreinte croît rapidement et est susceptible de doubler en fait en une dizaine d'années. Ça, non seulement ça pose des problèmes effectivement d'épuisement de ressources, mais ça peut se faire au détriment des autres secteurs, parce que il se trouve que ces acteurs dominants du numérique, c'est aussi les entreprises les plus riches du monde en fait. Donc, même s'il commence à y avoir un problème de disponibilité de ressources, ben, ce sont les plus riches qui s'en tireront le mieux. Et donc, ces conflits d'usage risquent de se faire complètement en fait au détriment d'un certain nombre d'autres choses qu'il faut absolument que nous fassions. Voilà. Et le dernier point, après je vais être trop long, c'est que donc pour le numérique, il faut absolument faire l'effort de déterminer, comme disait Frédéric, quel est le budget soutenable en fait, à la fois en termes d'émissions, de ressources matérielles et d'énergie. Et donc ça, il faut, j'espère qu'on va arriver à le faire en France dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone cette année, mais il faudrait arriver à le faire au moins au niveau de l'Europe. Pour l'instant, aux États-Unis, c'est mal parti, mais enfin, on n'est pas obligé toujours de répliquer les erreurs des autres. Merci, Hugues. Juliette ? Oui, peut-être pour parler des axes d'action plutôt orientés politique publique, parce qu'on a parlé beaucoup citoyens, on a un peu parlé entreprise. Aujourd'hui, il y a plusieurs leviers que peut actionner la puissance publique. Le premier, bien sûr, c'est réguler. Le deuxième, ça va être plutôt une capacité d'influence, notamment par sa capacité d'investissement ou d'achat. Et le troisième, c'est le réputationnel. Donc pour commencer par le premier, sur la régulation, effectivement, aujourd'hui, les enjeux de régulation du numérique, ils se jouent plutôt au niveau européen. Parce qu'on a affaire à des acteurs qui sont transnationaux, qui, face à un marché européen qui est aujourd'hui le plus grand dans le monde, si on met ensemble les 27 pays de l'Union européenne, quand le marché européen régule, dans ce cas-là, généralement, les acteurs du numérique suivent, mais parfois avec pas forcément d'envie, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de lobbying au niveau européen, mais ça suit. Aujourd'hui, je trouve ça, je vais mettre une note d'optimiste, le régulateur européen a fait de très bonnes choses dans le domaine à la fois environnemental et dans le domaine de réguler la capacité d'action de ces acteurs du numérique et leur capacité de prendre un marché et de le cloisonner. La première chose, sur les enjeux environnementaux, il y a notamment la directive efficacité énergétique qui, au niveau des data centers, va demander beaucoup plus de transparence aux data centers qui sont implantés sur le sol européen. Sur le fait, sur le marché, la régulation des acteurs du numérique, il y a le Digital Market Act et le Digital Service Act qui vont aussi ouvrir des opportunités et faire en sorte de décloisonner ce que les grands big tech américains aujourd'hui ont pris la main. Et la dernière chose qui date donc de l'année dernière, c'est la régulation sur l'intelligence artificielle, le règlement européen IA, qui a beaucoup de choses donc sur tout ce qui est usage, qui pose la question donc des usages qu'on interdit sur le sol européen, des usages qu'on considère comme à grand risque et qui donc imposent des règles à ces fournisseurs de systèmes d'IA qu'on considère à grand risque. Sur les enjeux environnementaux, il n'y a pas forcément beaucoup de choses dans le règlement européen, mais il y a une chose quand même qui convient de noter, sur tout ce qui est système d'IA à usage général, donc c'est les grands modèles de langage par exemple, il y a une demande de faire du reporting de la consommation énergétique de l'entraînement de ces modèles qui doit être inséré dans la notice d'utilisation donc de ces modèles. Donc finalement, ce sur quoi s'est beaucoup concentré le régulateur européen sur les enjeux environnementaux, c'est les enjeux de transparence environnementale. Et pourquoi ça ? Pour que derrière, ça devienne un enjeu de compétitivité. Aujourd'hui, quand on va au supermarché, il nous arrive de faire des choix de consommation qui sont basés sur les impacts environnementaux des produits qu'on achète. Aujourd'hui, dans le futur, on espère
que les grands fournisseurs d'IA, ils vont se faire la bataille non plus sur la performance, mais sur l'efficacité, sur la performance environnementale des systèmes d'IA qu'ils ont développés. En tout cas, c'est ce vers quoi on essaye de tendre. Un autre levier d'action, je le disais, qu'on peut actionner, c'est l'incitation via notre capacité d'investissement. Aujourd'hui, au niveau européen, mais aussi au niveau français, on mène un certain nombre d'appels à projets pour aller financer de l'innovation dans le domaine de l'IA. Et à chaque fois, au niveau européen comme au niveau français, il y a des critères importants sur la transition écologique. Et on demande d'avoir de la transparence et on demande de prendre en compte à la fois des bonnes pratiques et des méthodologies de calcul d'impact environnemental. Dans la commande publique, donc aujourd'hui, nos ministères, nos acteurs publics, nos établissements publics, ils vont avoir aussi, comme les entreprises, de plus en plus recours à l'IA. Il est important qu'on mette des clauses aussi dans les marchés publics pour attendre effectivement de ces acteurs-là qui fassent davantage d'efforts sur la transparence, sur les bonnes pratiques. Et derrière, on espère bien sûr influencer le marché. Et derrière, la sensibilisation auprès de vous, citoyens, mais aussi auprès de toutes les entreprises, pour que ce soit vraiment quelque chose qu'on regarde, qu'on attende des grands fournisseurs d'IA, et pour que d'un point de vue réputationnel, ça devienne important pour eux aujourd'hui de faire des efforts sur ce plan-là. Merci Juliette. Et avant les questions dans la salle, donc Jérôme pour conclure sur ce point. Oui, alors je vais parler de deux leviers. Deux leviers. Le premier, c'est revenir à l'intelligence humaine. Et on ne juge que ce qu'on ne comprend pas. Donc, il faut revenir à la compréhension de l'impact de notre usage du numérique et de l'IA. Dans la salle, vous avez tous maintenant connaissance de votre impact carbone dans l'année avec le Pareto, d'abord la mobilité, puis l'alimentation, puis les autres. Et c'est grâce à cette connaissance que vous prenez des décisions, et les moins de 30 ans vivent avec ça, et c'est une grammaire absolument automatique. Il faut qu'on creuse un petit peu plus sur cette notion d'utilisation du numérique et du digital et de l'IA, et qu'on visualise qu'à chaque fois qu'on fait une requête Google, il y a une lampe qui s'allume. Si on fait une requête ChatGPT, il y en a 10, voire 15, voire 20. Et puis pour d'autres logiciels, c'est peut-être tout votre bureau qui sera sous le feu d'un projecteur de milliers de watts. Parce que c'est vraiment ce qui se passe. Le deuxième levier, c'est le levier d'efficacité, parce que je suis convaincu qu'il y a un gisement énorme d'efficacité. D'abord pour les big tech ou les acteurs de l'IA. Sur le hardware, c'est hallucinant comme est designé un data center. Tout est redondé. Il y a non seulement un accès, on a dit 10% de l'énergie mondiale, de l'électricité mondiale qui alimente les data centers en 2030, mais il y a également à chaque fois des groupes électrogènes qui tournent une fois par mois au cas où il n'y aurait pas d'électricité, des batteries. Et je pense que cette intelligence de l'IA, ils pouvaient la mettre au service du redondance entre les data centers, les petits, les moyens et les grands. Peut-être ce qui a plus d'impact, c'est l'efficacité du software. Il y a 2 mois, quand DeepSeek est sorti, on a eu au moins l'opportunité de voir que, je ne peux pas comparer la performance de DeepSeek à ChatGPT, mais l'utilisation d'énergie et d'impact était de moins de 95%. Ils ont utilisé, non pas les derniers processeurs, mais ils ont loué des NVIDIA de basse génération. Leur codage est en 8 au lieu d'être en 32. Et au final, on a vu en open source, c'est-à-dire que alors que la cathédrale ChatGPT était là, on a vu qu'il était possible de faire de l'IA avec un usage de de seulement 5% de l'énergie. Donc là, un énorme gain et gisement d'efficacité. Un deuxième gain, c'est au niveau des industriels. Il n'y a pas une seule industrie qui n'est pas en train de se digitaliser ou d'utiliser de l'intelligence artificielle. Et bien, on s'aperçoit qu'il y a quand même plusieurs façons de faire. Plus les industries sont grosses et plus on manipule beaucoup, enfin on manipule de données et surtout on utilise la totalité du corpus de données que l'on a, on le met sur le cloud et puis après on réfléchit comment on peut l'utiliser pour mieux comprendre et atteindre un objectif. Et en fait, on peut le comparer avec des solutions qui sont beaucoup plus efficaces, qui sont liées à l'intention et au fait de savoir ce que l'on cherche parmi les données. Ce qui permet d'économiser également du même ratio, c'est-à-dire 95% du temps de l'énergie en allant récupérer et en transférant sur le cloud uniquement ce qu'on en a besoin pour améliorer un processus en robotique ou une autre.
On a parlé ce matin dans la première séance de paresse, mais il y a un grand levier d'efficacité du gisement à lutter contre cette paresse, mais c'est parce qu'on considère qu'on en a les moyens. Et le dernier, c'est à l'échelle individuelle. Frédéric a cité Gandhi, et je pense qu'on peut reciter le fait que, enfin, la citation de Gandhi soit le changement que tu veux voir dans le monde. Parce que le grand risque, c'est de parler de la régulation, c'est de parler des GAFAM, c'est de dire vous devez changer et le faire. Et tous, on a quand même une gestion de nos propres données, de nos propres emails, de nos propres photos, qui vont jusqu'à la totalité de saturation du disque dur avant d'en racheter un autre et de ne pas soi-même faire un certain nombre de changements. Donc voilà, ce sera ma conclusion. Merci Jérôme. Alors, je vous propose maintenant, on a une vingtaine de minutes pour les questions, vos questions. Alors, vous avez en fait des micros. Alors, on va les prendre. Donc, tac, tac, tac. Vous avez des micros, vous appuyez sur le bouton et quand vous avez fini de poser la question, donc, monsieur était en premier, madame, et ensuite, 2 et 3. Bonjour, merci pour ce panel très intéressant. Je voudrais faire une analogie entre ce qui se passe actuellement dans le domaine du numérique et ce qui s'est passé dans le domaine agricole après la Seconde Guerre mondiale. L'objectif, c'était la production à tout prix. Et j'ai l'impression que dans le domaine du numérique, du digital, on est encore dans le domaine du quoi qu'il en coûte, et puis où l'objectif c'est de produire, d'être le premier, d'avoir du time to market le plus court possible. Et comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un peu plus justement de conscientisation de ça et de passer de ce time to market et time to solution à un concept un peu plus évolué de energy to solution, et dans lequel il faut regarder les deux paramètres de l'équation, l'énergie qu'on va consommer pour et le résultat qu'on veut avoir, à commencer donc par définir le fait de poser les bonnes questions et pas chercher les choses au hasard dans la botte de foin. Merci. Yves, vous voulez... Vous avez parlé de conscientisation, donc il y a les deux aspects. Si on veut aller effectivement vers des sujets où on analyse l'équivalent d'un retour sur investissement d'impact, finalement globalement pour un cas d'usage, qui est pour moi quelque chose vraiment à atteindre, de la même façon qu'on a un retour sur une étude de retour sur investissement monétaire avant de faire quelque chose. Il y a cette conscientisation à avoir et en parler et le dire et le faire en amont. Une fois qu'on a ça, c'est aussi des transformations qui prennent du temps. On est peut-être avec la finitude des ressources, la nécessité de passer d'une logique où jusqu'à présent toutes les innovations étaient orientées vers de la création de valeur et de la création d'efficacité pour aller plutôt vers des critères économiques qui se justifient avec les études qu'on voit, vers des critères qui sont plus des critères d'efficacité, de sobriété et de résilience globale de nos modèles. La conscientisation est en train de... Moi, c'est mon côté optimiste là-dessus. Cette conscientisation, elle est en train de commencer à passer. Il faut la faire grandir et il faut la mettre en œuvre concrètement dans des projets qui prennent en compte des études d'ROI, d'impact, pour qu'on ne fasse de l'intelligence artificielle que à bon escient. Merci. Frédéric ? Oui, techniquement, on ne peut pas contraindre. C'est très compliqué en droit européen, français, etc., de contraindre compte tenu du Code du commerce. Enfin, je ne rentre pas dans les détails. On fait du plaidoyer à l'Assemblée, on est sur le projet de loi simplification et donc on a les mains dedans tous les jours. C'est très compliqué. Cependant, il y a un mécanisme très intéressant qui est en cours de déploiement au niveau européen. Je pense que tout le monde dans la salle connaît le Nutri-Score. Eh bien, il y a ce qu'on appelle l'EcoScore. C'est lié au programme qu'on appelle Environmental Footprint, ou le Product Environmental Footprint à l'échelle européenne. Et en France, on est assez en avance grâce au MTE, à l'ADEME, etc., dans le déploiement de cet affichage environnemental pour tous sous la forme d'un éco-score. Dès lors que les pays membres de l'Union européenne contraindront à l'affichage de cet éco-score, alors chaque acteur, que ce soit l'IA, qui est notre sujet aujourd'hui, ou tout autre sujet numérique, chaque acteur aura intérêt à performer, en fait, parce que ça devient un facteur de différenciation de second ordre. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les États, les gouvernements, je ne sais pas trop, parce que je ne fais pas trop de politique, mais ne contraignent pas. On a les outils, ça fait 10 ans que l'Europe essaye de déployer l'éco-score, et malheureusement, il n'y a pas de contrainte qui est mise sur le déploiement de cet outil, qui répondrait à votre question, je pense. Alors, il y avait une question
là, voilà, et puis 3 autres après. Madame. Bonjour, merci beaucoup pour vos messages. J'aurais une question pour Monsieur Fournier et Madame Fropier. Est-ce qu'aujourd'hui, on a compris que les centres de données, qui sont les véritables sous-jacents de l'IA, c'est pas juste des petites boîtes qui chauffent un peu, mais des véritables industries qui vont demander beaucoup d'électricité, des appels de puissance sur les réseaux, du foncier et des ressources. Et pourquoi, au niveau européen, les centres de données, c'est pas inclus comme les autres industries dans des mécanismes type Fit for 55 ou des marchés de permis d'émission, puisque c'est quand même des choses qui finalement ont l'air d'avoir la même envergure. Alors, je peux répondre à la première partie de la question. Oui, on a bien compris, et on a tellement bien compris que quand on regarde les chiffres, ça donne le tournis. C'est-à-dire un centre de données dans une ville moyenne, c'est 5 mégawatts, puis 50 mégawatts. On commence à parler de 100 mégawatts, mais le projet qu'a annoncé Meta en Louisiane, c'est 2 gigawatts, c'est-à-dire 2 réacteurs de centrales nucléaires ou 2 tranches pour alimenter un data center. Donc ça va tellement vite et ça donne le tournis. Ils sont obligés, quand je dis c'était une demi-bonne nouvelle, c'est qu'ils sont obligés d'investir dans 3 centrales à gaz naturelles autour de leur data center. Donc on a très bien compris à quoi ça ressemblait et à quoi ça pourrait ressembler ou pas. Oui, effectivement, c'est un élément. Les data centers pouvaient paraître anecdotiques par le passé, c'est plus du tout le cas, et sur des enjeux énergétiques, mais aussi sur des enjeux de consommation d'eau, où ça commence à poser des conflits d'usage, notamment dans la région de Marseille. Je veux dire, c'est un travail en cours, bien entendu, de voir comment on peut faire face à cette demande de ressources que forment les data centers. Après, il y a un autre enjeu qui, en fait, vient un peu percuter cet enjeu-là de faire attention à l'impact environnemental des data centers. C'est qu'on préfère quand même voir nos data centers en France plutôt qu'à l'étranger. Pour plusieurs raisons, mais une peut-être bonne raison, c'est que de toute façon, les usages sont là. Comme on le dit, on ne peut pas contraindre, on peut sensibiliser, mais on ne peut pas contraindre des personnes à avoir des usages numériques. Et nous avons tous des usages numériques qui augmentent, non pas seulement par l'IA, mais par exemple par la vidéo à la demande. Et donc, nous utilisons ces data centers tous les jours et de manière de plus en plus forte. Et aujourd'hui, une grande partie du stockage des données et des calculs qui sont faits sur le sol français, pour des utilisateurs français, ont lieu de manière extra-européenne ou alors européenne. Et on a plutôt tendance à vouloir placer du coup ces data centers en France et en Europe pour pouvoir maîtriser davantage ces capacités de stockage, de calcul, à la fois sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan environnemental. Donc en fait, on a tendance à vouloir faciliter l'implantation de data centers en France, qu'on pourra mieux contrôler et sur lequel on a des attentes qui sont beaucoup plus fortes que par rapport aux États-Unis ou à la Chine, par exemple, mais sur lequel on a des grands enjeux, effectivement, de transparence qui sont déjà en place, sur lequel je suis d'accord qu'on peut aller beaucoup plus loin. Mais du coup, c'est l'équilibre à trouver aujourd'hui sur ces data centers. Hugues. Oui, donc je voulais réagir sur une chose qu'a dit Juliette, et je comprends qu'elle le dise dans sa position, mais tu as dit on ne peut pas contraindre les usages numériques. Alors, en fait, tout ça, ça fait partie de... Et tout à l'heure, il était dit, finalement, le numérique, c'est une industrie, mais ça n'est pas traité comme une industrie. Donc, en fait, le numérique a une place de plus en plus importante, mais il continue à vivre à part. Or, on se dit, on admet aujourd'hui qu'on peut être contraint dans un certain nombre de nos usages. On peut être contraint dans nos usages alimentaires, on peut être contraint dans nos usages de transport, etc. Parce que, pour des raisons de santé ou pour des raisons environnementales, etc., etc. Et alors, les usages numériques seraient les seuls qui échapperaient totalement, en fait, à ce traitement. C'est incroyable. Pourquoi ? Alors, Juliette, pour le mot de la fin pour cette question, très appréciée. Et ensuite, on passe à la question suivante. Juliette. Je suis intéressée pour savoir dans quelle manière on contraint les gens dans le domaine des transports, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, une personne... On a contraint, par exemple, sur les 2h30, mais sur d'autres éléments... Oui, par exemple, sur les autoroutes, on ne peut pas rouler à plus de 130.
Oui. Enfin, si vous voulez, sur des enjeux sécuritaires, il y a effectivement beaucoup de contraintes. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut sur Internet. Il y a effectivement... Le numérique a aussi des enjeux sécuritaires et de santé, d'ailleurs, collective. Tout à fait, et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'obligations qui sont faites à nos acteurs du numérique de mettre en place des choses qui nous permettent, par exemple, de désactiver des flux en continu, des flux vidéo en continu, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut dire aux consommateurs et dans ses choix d'usage. On va sensibiliser, par exemple, à utiliser davantage le Wi-Fi au lieu de la 4G, parce que ça va avoir beaucoup moins d'impacts environnementaux, comme on va sensibiliser à utiliser beaucoup le train au lieu de l'avion. Mais il n'y a pas un moment où on va pouvoir obliger des personnes à utiliser le Wi-Fi à la place de la 4G. Non, mais il y a différentes façons de sensibiliser, y compris dans des schémas tarifaires ou de la fiscalité. On sait parfaitement le faire sur d'autres usages. Je pense que le point est entendu, Hugues. Je pense. Alors, très rapidement, parce qu'il y a plein d'autres questions. Et sachant qu'en complément, dans ma question, il y avait l'idée de porter la contrainte, comme pour toutes les autres industries, sur le marché des permis d'émission. Bien sûr, c'était inclus. Enfin, c'était compris, je pense. Bonjour. Oui, bonjour. Ça a été abordé un petit peu, mais quand vous avez rappelé la notion de se poser du pourquoi et de l'usage, à partir du moment où les géants de la tech s'alignent complètement sur les libertariens actuels, comment on peut laisser faire ça et effectivement avoir l'espoir de réguler un peu? C'est-à-dire qu'à un moment, il faudra bien réagir par ça, parce que là, les intentions, elles sont pour le moins claires. La question est simple, il faut aller voter. Je veux dire, il n'y a pas de réponse plus simple que celle-ci. Ça devient un sujet politique, la façon dont vous posez votre question. Et il faut voter pour que les pouvoirs publics en place, enfin les pouvoirs politiques en place, régulent plus, simplement. Oui, mais il nous parle juste d'espoir. Alors, bonjour. 2 questions, madame et monsieur. Oui, bonjour. Donc moi, j'édite un logiciel de diagnostic impact et ma difficulté aujourd'hui en tant que dirigeante d'un éditeur de logiciels, c'est de trouver des développeurs qui ont cette connaissance du développement frugal de l'IA. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui au niveau des écoles et des universités pour apprendre à nos étudiants qui vont se retrouver dans les entreprises à faire ces développements, de connaître justement ces techniques de frugalité et de nous permettre à nous, entreprises, d'avoir ces personnes qui sont en capacité de nous guider dans cet usage frugal de l'informatique. Alors en fait, vous avez la loi Rennes, la loi qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique qui a été votée. On est assez fiers d'être coporteurs des 3 premiers articles sur une loi qui en fait 35 ou 36, je ne sais plus. Et sur les 3 premiers articles, le premier, c'est sensibilisation des enfants à partir de l'école primaire à la sobriété numérique. Le deuxième, c'est le même topo, mais jusqu'au bac+15. Le troisième, qui est le plus intéressant pour vous, c'est on ne peut plus obtenir un titre d'ingénieur en France sans avoir été préalablement formé à l'analyse du cycle de vie, l'ACV, qui permet de quantifier, c'est la méthode standard pour quantifier des impacts environnementaux, et à l'éco-conception dans le domaine du numérique. Malheureusement, ça rame, parce qu'il faut déployer ça au niveau de tout le système éducatif français, mais ça veut dire que là, il y a vraiment des efforts qui ont été faits et qui vont progressivement porter leurs fruits. Il y a encore beaucoup à faire, mais vous avez été d'une certaine façon entendu. Merci. Yves? Oui, je voulais compléter là-dessus parce que il y a les aspects législatifs, ça évolue dans le sens de l'éco-conception. Chez Soprasteria, une boîte où il y a beaucoup de développeurs, on est systématiquement dans ces logiques-là. On forme nos développeurs à l'éco-conception avec un truc très simple. Il y a le législateur d'un côté et puis il y a nos clients. Dans les appels d'offres des grands donneurs d'ordre en France, que ce soit l'État, la SNCF, EDF, qui on veut, les notes sur cette logique d'éco-conception pour nous juger par rapport à nos concurrents, elles peuvent aller jusqu'à 20-25% dans certains cas. Donc ça c'est un incitateur assez fort. Il y a un cas particulier dans ChatGPT et par rapport aux écoles qui est un très bon cadre, c'est que, un peu comme le disait Hugues tout à l'heure,
le rythme d'évolution technologique, il est beaucoup plus important que l'appropriation qu'on peut s'en faire. C'est-à-dire qu'on est dans la phase un peu intermédiaire, où alors évidemment nous, on commence à former, à sensibiliser nos développeurs à l'IA générative, et on commence à voir arriver dans les premiers recrutés qu'on prend, des gens, dans les jeunes recrutés qui arrivent d'école, on commence à voir arriver des gens qui ont été la première génération, qui l'ont utilisé sans être vraiment formés là-dessus. Il va falloir, à mon avis, 5-6 ans minimum pour que ça passe, mais c'est un problème qui est vraiment pris en compte, et le sujet est pris en compte. Merci. Monsieur. Pardon. On a parlé tout à l'heure d'indices de consommation type Nutri-Score. J'imagine quand même que sur la quantité totale de personnes qui habitent en Europe, quand on fait les courses, tout le monde ne va pas forcément regarder le Nutri-Score. Le critère premier, ça reste pour beaucoup de gens, je pense, l'argent, le nerf de la guerre. Ma question, c'est donc vis-à-vis des réglementations, comme ça se fait dans beaucoup de cas sur la cigarette, sur l'alcool, il y a plein de produits qui sont taxés, sur même les voitures finalement qui sont taxées. Est-ce que tous ces outils d'IA qu'on met à disposition, que les entreprises mettent à disposition, plutôt que d'avoir un Nutri-Score, il n'y a pas des pistes à l'étude sur des taxes tout simplement pour essayer de pousser d'orienter l'utilisation vers les IA qui sont les plus favorables à la planète, en taxant ou autre. Alors, je sais pas quel est... Il y a des tentatives qui sont en cours, par exemple dans la loi Rennes, que j'ai déjà citée. L'article 25 définit un référentiel général d'éco-conception de services numériques. Quand on commence à définir des référentiels comme ça dans la loi, c'est pour les rendre opposables à terme. Donc on peut imaginer qu'à terme, et encore une fois, ça dépendra un peu de la teinture politique des personnes qui gouvernent la France, si elles sont plutôt motrices ou pas sur ces sujets-là. Mais on peut imaginer qu'à terme, il y ait des contraintes, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas mettre sur le marché français ou à terme européen des outils qui n'aient pas été éco-conçus au regard d'un référentiel, et bien évidemment en allant plus loin, le fameux éco-score que j'ai cité qui va évaluer un résultat comme on a un DPE pour une habitation ou un certain nombre de grammes équivalent CO2 derrière un pot d'échappement ou un Nutri-Score. Et le Graal, c'est ça en fait, c'est d'aboutir à cet éco-score, parce que dès lors, on peut interdire, comme on interdit des logements, on ne peut pas louer certains logements qui ont un mauvais DPE, etc. C'est ça le mécanisme qui est en cours aujourd'hui de déploiement. Malheureusement, on subit fortement la pression de nombreux lobbies qui ne veulent surtout pas que tout ça se mette en place, bien que la Commission européenne essaie de le faire depuis plus de 10 ans en fait. Jérôme, avant la dernière question. Oui, je voulais rappeler quand même que même si le débat là est extrêmement pertinent, et c'est un plaisir d'y participer, c'est l'industrie de l'intelligence artificielle et data center n'est pas la première activité qui a un impact sur l'environnement. Il y a un très très bon article dans Nature qui est paru il y a 10 jours, là, le 5 mars, qui refait le point sur l'impact sur l'énergie et l'environnement de l'IA en prenant des références sur l'Agence internationale de l'énergie. Par contre, ça vaut vraiment la peine de mettre une énorme pression sur les big tech parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils sont sous le feu des projecteurs et ils ont l'intelligence, artificielle ou pas, pour régler un certain nombre de problèmes. Donc continuons à mettre une énorme pression parce que ça pourrait donner je ne sais pas s'il y a un exemple, une fois encore, ce n'est pas des bienfaiteurs de l'humanité, mais en tout cas, ça peut donner quelques inflexions sur d'autres activités et d'autres industries. Merci. Juliette ? Oui, je voudrais juste rappeler que quand même, en fait, on aimerait bien avoir cet éco-score de l'IA le plus rapidement possible, mais aujourd'hui, il nous manque des méthodologies de calcul d'impact environnemental qui soient normalisées. Donc, c'est des travaux qui sont en cours au niveau du Comité européen de normalisation pour se dire comment est-ce qu'aujourd'hui, on va pouvoir comparer différents modèles d'IA, quel va être le périmètre qui va être utilisé pour comparer ces différents modèles d'IA. C'est pas si simple parce que l'IA est quand même assez spécifique avec un côté entraînement et un côté inférence. Comment est-ce qu'on prend en compte ces différentes phases dans le calcul d'impact environnemental? Mais du coup, c'est des travaux qui sont en cours, qui regroupent un certain nombre d'industriels, mais aussi des associations, et le Shift Project fait aussi partie de ces travaux-là, pour qu'on arrive à cette méthode harmonisée qui, derrière, nous permettra de potentiellement avoir un éco-score et potentiellement, derrière, de légiférer à partir de ça. La dernière question. Allez-y. Oui, vous. Allez-y, monsieur.
Bonjour. Donc ça a été en fait une question donc sur l'IA, voilà. Donc en fait c'est sur la dépendance en fait des secteurs avec comment ? Plus près du micro, s'il vous plaît. Comme ça, c'est bon. Ah, super. Voilà, c'est donc sur la dépendance, donc je vais dire en plus grand terme, donc de l'humanité, donc sur tout ce qui est intelligence artificielle et dans tous les secteurs. Est-ce qu'on peut devenir totalement donc à 100% dépendant en fait de l'intelligence artificielle et ne plus utiliser donc je vais dire juste comme cela d'anciens procédés? C'est ce que je demande. Vaste question. Hugues ? Est-ce que vous pensez que vous êtes devenu, ou que certaines personnes sont devenues complètement dépendantes de leur GPS? Voilà, vous avez la réponse. Allez-y. Bonjour, vous m'entendez bien? Un peu plus près peut-être. D'accord, pas de souci. Ouais, c'est mieux. Merci. Merci à tous. Je suis ingénieur. J'ai juste deux petites questions rapides. Parce qu'on est sur un phénomène, on a dit on a 2 temps. On a dit que c'était un temps rapide, Internet, l'informatique. Ma question c'est, comme le temps politique il est long, et que le temps là il est très rapide, et que l'intelligence artificielle elle est arrivée soudainement, est-ce qu'il n'y aurait pas des solutions où l'État retiendrait, on va dire, l'innovation, le temps de former la population ou de la sensibiliser? Donc ça peut être un peu sensible. Ma deuxième question sur ce sujet-là, ça m'a intéressé que vous parliez des voitures, puisqu'on a le permis de conduire. Est-ce qu'il y a certaines innovations qui ont des très gros impacts et qui peuvent être utilisées par toute la population, qui ne pourraient pas faire l'objet d'un permis ou d'une formation obligatoire similaire, et ce qui permettrait au moins à la population d'avoir les tenants et les aboutissants de ce qu'ils utilisent? Je suis dans la population, je suis concerné, c'est directement. Alors, très rapidement, avant de passer à la toute dernière question pour Madame, que j'avais oubliée, excusez-moi Madame. Donc, sur le permis d'utiliser les éléments, là, finalement, un brevet de sécurité routière appliqué au numérique, bon, il y a déjà des formations qui existent dans les écoles. Un des enjeux, au-delà de la façon dont on le matérialise, un des enjeux essentiels autour de l'intelligence artificielle, c'est la façon dont l'information et le trop-plein d'informations est utilisé pour noyer le poisson et pour faire un écran de fumée d'une certaine façon. Et comment est-ce qu'on se sensibilise tous ensemble et on s'assure que dans tous les systèmes éducatifs, à quelque âge de la vie soit possible, on augmente la sensibilité à la désinformation? Et comment est-ce qu'on met en place, en termes d'apprentissage d'esprit critique, avec une connaissance précise de comment fonctionnent les outils, l'immunité naturelle qu'on va avoir. Ça, c'est déjà fait. On en parlait ce matin dans l'histoire de la table ronde. Il se repasse avec ChatGPT à l'école, d'une certaine façon, le même genre de débat de ce qu'on a eu avec Wikipédia. Quand j'ai vu, moi, mes enfants nés dans les années 90 arriver au collège, il y a un temps d'adaptation et le système éducatif est capable de se prendre en main là-dessus, et on est capable en tant que société, c'est aussi un des sujets politiques de le faire. Mais ça, à mon sens, la régulation, de la même façon que pour le permis de conduire, si vous regardez l'histoire de comment ça a mis le temps, il a fallu un certain nombre d'accidents et un certain nombre de choses, et y compris, relisez tous ce qui s'est passé... pardon ? Et tous ceux qui n'ont pas le permis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans l'histoire, là où je voulais en venir, c'est que le politique est toujours en train de suivre ce qui se passe et ce qui est là-dedans, à un moment où il y a un vrai problème à agir. La limitation de vitesse en 1973, regardez le nombre de morts par nombre de voitures si vous ne le connaissez pas. C'était incroyable et on a été forcé d'agir. Il faut le faire avant et au travers des écoles, des bons professeurs, etc., préparer le terreau qui va faire qu'on est capable de faire un bon brevet de sécurité informationnelle, on va dire ça comme ça. Merci Yves. Alors là, on va faire un tour de magie en direct. Juliette répond, Madame pose la dernière question, et dans moins de 2 minutes, vous êtes sortis. Sur la question de retenir l'innovation, je ne pense pas qu'on peut empêcher l'innovation, ne serait-ce que parce que de toute façon, on légifère sur un territoire et l'innovation a lieu à travers le monde. Donc si nous, on arrête d'innover en France, de toute façon, ils ne s'arrêteront pas dans d'autres pays. Au-delà de ça, on peut cadrer l'innovation, et c'est vraiment l'objectif du règlement européen sur l'intelligence artificielle, que de dire il y a des usages qui sont interdits. Donc quoi qu'il arrive, on ne va pas à essayer d'aller innover dans ces domaines parce qu'on a décidé au niveau citoyen que c'est interdit. Je voudrais aussi réagir sur le temps long de la politique. Effectivement, on met du temps
à légiférer. Par contre, on met moins de temps sur d'autres choses, et notamment sur notre capacité d'influence, à apporter un discours et à demander auprès des géants de la tech, lorsqu'on a des réunions entre nos responsables politiques et nos responsables des géants de la big tech, à demander des comptes, par exemple. On a aussi notre capacité, je disais, d'achat. On peut acheter, on peut demander des garanties lorsqu'on achète pour acheter plus durable. Et puis aussi, on a une capacité de recherche et qui est menée notamment par la recherche publique, par l'innovation, et on donne les grandes lignes vers où on veut aller dans le domaine de la recherche. Et aujourd'hui, dans la recherche en IA en France, l'IA frugale est un des grands sujets de recherche. Madame, allez-y pour votre question, et comme ça on la prendra aussi après. Merci. Donc moi je suis passionnée d'innovation soutenable et désirable. Je me suis intéressée aux travaux de l'Institut du numérique responsable et je voulais votre avis sur le travail qu'un collectif a fait qui s'appelle le RIA 31, qui est le référentiel de l'IA éthique et responsable, en attendant de légiférer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le connaît, ce référentiel ? Moi, je le connais. Vas-y. C'est ce genre de travaux qu'on a besoin, effectivement, pour aiguiller les entreprises qui, aujourd'hui, ont besoin de lignes directrices sur les choses dont elles peuvent avoir besoin de vérifier, entre guillemets, lorsqu'elles mettent à disposition des systèmes d'IA. Donc, c'est des bonnes choses. C'est des travaux qui permettent une expertise, qui permettent peut-être de checker des cases pour une entreprise avant, effectivement, d'avoir des recommandations qui soient plus partagées, y compris au niveau européen, dans le cadre de la normalisation. Ce sera le mot de la fin. Merci énormément, merci aux intervenants, et bonne Université de la Terre 2025.